Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à notre programme Horizon d'Afrique en direct du studio Thomas Sankara, ici à Omaha, Nebraska. Aujourd'hui, nous recevons M. Pierre Sagitek, comme d'habitude. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, par la grâce. Toujours un plaisir de vous avoir. Merci. Un plaisir d'être ici. Alors, donc, nous allons, comme de coutume, commencer avec notre série de questions. C'est le point de vue de la diaspora. On veut savoir exactement ce que vous pensez de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde qui concerne l'Afrique, éventuellement qui concerne la diaspora. Alors, démocratie, ça revient toujours. Démocratie, Afrique, France, l'Occident, les États-Unis, la Chine, la France. On revient toujours sur le même problème. Démocratie, pour vous, en Afrique, ça veut dire quoi? Ça, c'est un très bon sujet. C'est d'ailleurs ce que nous essayons toujours encore de savoir, de mettre une définition à ce thème démocratie, parce que ce qu'on nous a donné comme définition, comme étant un système où le peuple décide pour eux-mêmes ou se gouverne, c'est un faux. C'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. On nous a vendu, non. On nous a vendu quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Moi, je pense, et ça c'est mon avis personnel, que la démocratie, c'est en fait, ma définition de la démocratie, c'est le système qui marche pour chaque pays. Et ça, c'est un système différent. D'ailleurs, le Premier ministre de Singapour l'a dit, il n'y a pas un concept universel de démocratie. D'abord, lorsque vous prenez le terme en lui-même, la Corée du Nord, c'est un pays démocratique, mais pas de la démocratie que définissent les Occidentaux. Mais ce que les Occidentaux définissent comme démocratie et qu'ils essaient de nous donner, ce n'est pas à bon cœur. Moi, je pense que ce n'est pas à bon cœur. D'accord. Est-ce que vous voyez? D'accord. Est-ce que vous pensez que démocratie, développement, ça rime? Est-ce qu'il faut forcément une démocratie pour éventuellement avoir un développement, comme on le dit? Je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent que la démocratie et le développement vont de pair. Je vais seulement vous donner un exemple. Oui. L'Occident, et je parle toujours de la démocratie occidentale, à l'occidental, et je vous donne l'exemple de la Chine. Vous savez, lorsque, dans les années 90, je dis on nous a poussés. Je dis on nous a poussés. Quand je dis on, je parle de la France, je parle de l'Occident. Est-ce que vous voyez? On nous a poussés à nous rebeller contre nos gouvernements. Oui. Et c'est en fait, c'était, comment vous dites, une atteinte de créer le chaos. Et cela a été fait en Afrique avec succès. Mais prenez le cas de la Chine. La même chose a été tentée avec la Chine, avec la place Tiananmen. Vous vous souvenez? Oui. Quand la Chine a écrasé ce mouvement. C'était un bain de sang, malheureusement. Et la Chine a un parti unique. Donc, ne cadre pas avec cette définition de la démocratie à l'occidental. Mais demandons-nous, est-ce que la Chine est un pays développé aujourd'hui? Je pense que le résultat parle d'elle-même. C'est la seconde puissance mondiale. Seconde puissance mondiale. Donc, je pense que cette idée que la démocratie et le développement vont de pair, c'est du bluff. On est en train de nous mentir. D'accord. Alors, Pierre, nous sommes toujours sur le point de vue de la diaspora, sur les questions qui touchent l'Afrique et la diaspora sans langue de bois. Alors, d'après vous, ce serait quoi une formule pour que l'Afrique sorte éventuellement de ce gouffre dans lequel nous nous trouvons, politiquement, économiquement, comme vous pensez? Ça, c'est une très bonne question, Franck. Moi, je vais vous dire ma position sur le sujet. Vous savez, et je vais vous poser cette question. Si vous voyez l'Occident, je dis l'Occident, si vous voyez notre histoire et vous retournez en arrière dans les années 90, oui, lorsque les Africains avaient un parti unique, je ne dis pas que le parti unique, c'est le modèle exceptionnel, mais je fais un constat et je dis, lorsque nous voyons le développement, le rythme de développement qu'on a eu et la stabilité qu'on a eu sous les régimes uniques et ce qu'on a aujourd'hui sous le multipartisme, vous allez voir qu'il y a un problème. Franck,
Moi, je pense que si nous étions et si nous continuions avec le parti unique, nous serons quelque part aujourd'hui. D'ailleurs, Vous le pensez vraiment? Je le pense vraiment. Je vais vous dire ceci. Oui. Vous voyez, chaque pays a sa situation. Et c'est à chaque pays de trouver sa formule. Et il n'y a jamais de formule imposée de l'extérieur qui va marcher. Et c'est ça notre problème. C'est ça le problème qui se passe. Lorsque vous voyez ici aux États-Unis, on vous dit qu'il y a le multipartisme. Moi, je vous pose la question, il y a combien de partis ici aux États-Unis? Il y a en fait 2 partis. Oui. Il n'y a que 2. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc, prenons un pays, n'importe quel pays en Afrique francophone. Vous allez voir au moins une centaine de pays. Mais comment ça peut marcher? Est-ce que vous voyez? Oui. Mais et lorsque vous voyez la Chine, des pays comme la Chine, des pays d'Asie, qui ont le multiparti, qui sont sous le parti unique, vous allez voir que ça a marché pour eux. C'est à nous de savoir maintenant. Parce que moi, ce que je pense, le parti unique n'est pas le problème. D'accord. On peut avoir un parti unique et on peut avoir un parti ou 2 partis et pouvoir respecter les droits de l'homme, pouvoir poser les garde-fous d'un développement durable. On peut accomplir beaucoup sous 2 partis. Alors Pierre, on va dire que sans aucun doute, une Afrique précoloniale a connu des moments de gloire. Que pensez-vous que l'Afrique a perdu suite au mouvement de la colonisation qui a certainement, on va dire, balancé notre système de régulation du pays? Qu'est-ce qui a changé entre l'Afrique précoloniale qui a connu des moments glorieux et l'Afrique après colonisation? Qu'est-ce qui a été soutiré à l'Afrique exactement? Vous savez, le problème de l'Afrique, le malheur de l'Afrique a commencé lorsque l'homme blanc a mis pied sur notre continent. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, des gens disent, non, écoutez, il ne faut pas seulement accuser les Blancs, est-ce que nous-mêmes nous sommes... Mais il faut avoir une vue complète de la situation. Oui. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous attache les mains et les pieds, et on vous dit non, que vous ne faites pas assez pour vous libérer, pourquoi ne pas accuser cette personne qui m'a attaché les pieds et les mains? Est-ce que vous voyez? Notre problème, l'Afrique a un potentiel. Vous le savez, je le sais, nos téléspectateurs le savent. Nous n'avons rien, absolument rien à envier aux Blancs. Oui. Moi, je le dis aujourd'hui, nous n'avons absolument rien à envier aux Blancs. D'ailleurs, c'est le contraire. Nous sommes intelligents, nous avons tout, mais on nous fait toujours croire que ça, c'est un continent de sauvages. Nous n'avons pas une histoire. On a essayé d'effacer notre histoire pour nous présenter comme si l'homme blanc a tout découvert. Ici, aujourd'hui, ici aux États-Unis, la polémique reste. D'ailleurs, on nous dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Les Africains étaient les premiers ici aux États-Unis. Le long de la côte d'Amérique latine, on a des arts, des objets d'art qui sont les mêmes objets qu'on trouve dans la côte ouest africaine, dans la côte de l'Afrique occidentale. Et comment ces objets sont arrivés? D'ailleurs, il y avait des Noirs sur le continent américain avant l'esclavage. On veut nous faire croire que c'est l'esclavage qui a amené les Noirs. C'est faux. Est-ce que vous voyez? Donc, le grand problème, c'est qu'il faut que nous comprenions que nous sommes intelligents. Nous avons du potentiel. Nous n'avons pas besoin du blanc. Le blanc est là pour nous enchaîner, nous piller et nous diviser. C'est tout. D'accord. Alors Pierre, on va rester sur le sujet en parlant justement de cette Afrique qui essaie de se sortir de l'emprise de l'Occident à travers des mouvements de soulèvement du peuple dans différents pays africains. On va parler aujourd'hui un peu du système du vent de coup d'État en Afrique aujourd'hui. Pensez-vous réellement que le coup d'État soit la solution au problème en Afrique? Non, je pense que... Bon, c'est quoi l'alternative d'après vous? Je vais être clair ici parce que, encore une fois, chaque pays a sa situation. Oui.
la violence n'a jamais été la réponse à quelque problème que ce soit. La violence, c'est quelque chose à éviter. Donc, lorsqu'on parle de coup d'État, souvent, on a cette image de violence. Oui. Donc, c'est souvent des changements qui se font avec violence. D'ailleurs, je vais en revenir, on peut en revenir après. Mon avis, la plus grande erreur que la France ait commise, c'est d'avoir tué Thomas Sankara à travers un coup d'État, mais on va en revenir là-dessus. Donc, le coup d'État, ce n'est pas le modèle de choix qu'un pays doit adopter. Mais il y a des situations où on a besoin d'un coup. Actuellement, en Afrique, on a besoin d'un coup d'État culturel, d'une révolution culturelle. Et ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à ce que Sankara a fait du Burkina, à ce qu'on revient sur nous-mêmes et qu'on valorise notre patrimoine. Je vais m'arrêter un peu sur le thème du coup d'État. Vous savez, encore je le dis, ce n'est pas la solution idéale. Oui. Mais, comme vous avez vu au Mali, il y a des situations où vraiment ça justifie une intervention. Et surtout lorsque cette intervention est sans, comment vous dites ça, sans bain de sang, oui. Sans violence. Donc, il y a des situations où les coups d'État, malheureusement, sont nécessaires. Mais je pense que nous avons évolué en Afrique. Et lorsque vous entendez qu'il y a un coup d'État, c'est que vraiment, soit le peuple en a marre, ou c'est la France. Et c'est d'ailleurs, le coup d'État, c'est l'arme primordiale de la France, du colon, de la colonisation. Et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que vous voyez? Donc lorsqu'il y a un régime ou lorsqu'on a un président qui refuse de faire ce que la France ou la France-Afrique a décidé, donc on va à travers des coups d'État pour les éliminer. Est-ce que vous voyez? Donc, avec ça, nos pays ou nos États doivent, peut-être moi à mon avis, se débarrasser de ces accords militaires qui existent entre la France et nos pays qui sont indépendants. Nous n'avons pas besoin d'un accord militaire avec la France. Est-ce que vous voyez? Ces coopérants militaires, c'est eux qui... Ces coopérants militaires sont là pour organiser des coups d'État pour nos chefs d'État. D'accord. Alors Pierre, merci encore une fois de plus pour nos téléspectateurs qui nous suivent justement. Nous sommes sur le plateau Horizon d'Afrique, ici au studio Thomas Sankara, à Omaha, Nebraska. Et alors on reçoit donc M. Pierre Sajuté. Pierre est administrateur civil ici au Nebraska. Alors Pierre, on reste sur le sujet. La France, cette fameuse France, elle revient toujours. Alors aujourd'hui, l'Afrique voit l'arrivée d'un autre géant, la Chine. Votre point de vue sur l'arrivée de la Chine en Afrique, ça vous dit quoi? C'est positif, il y a de l'avenir. Néocolonialisme, c'est quoi? Vous savez, lorsque les étrangers débarquent, ça n'a rien de positif. Parce qu'il faut savoir, les étrangers ont leurs propres intérêts. Ils viennent sans blague avec leurs propres intérêts. Donc, ce n'est pas par hasard que la Chine a débarqué en Afrique. La Chine a sa propre stratégie de conquête du monde. C'est la seconde puissance mondiale maintenant. Donc elle est en train de mettre ses marques, de poser ses marques. Pensez-vous que la France, on sait que nombreux de pays, du moins de la zone centrafricaine, sont un peu, on va dire, la chasse gardée de la France. Pensez-vous que la France devra ou va en venir à dire stop à la Chine? Non, vous savez, on va prendre l'exemple du Gabon, par exemple, du Bénin, on va dire tous ces pays-là de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, qui restent, on va dire, chasse gardée de la France. Est-ce que la France pourra dire non à la Chine, d'après vous? Vous savez, le mot même chasse gardée, voilà d'ailleurs le problème, parce que on prétend qu'on est indépendant, mais en fait, ces trucs-là prouvent qu'on n'est pas indépendant. D'ailleurs, d'aucuns, avec sarcasme, diront qu'il y a autant de troupes françaises en Afrique qu'il y en a en France.
ou peut-être même plus. Donc, lorsque vous voyez les troupes ou cette soi-disant guerre au Mali, et moi, ce que j'aimerais que nous fassions, c'est que d'abord, nous devons toujours nous poser des questions. Le blanc, nous le savons, l'Occident, les Occidentaux, nous le savons, ne font rien sans intérêt. L'Occident n'est jamais venu. D'ailleurs, la France n'a jamais aidé l'Afrique. La France ne nous a jamais donné une pièce de monnaie. Au contraire, c'est nous qui aidons la France. Les petits Français mangent le croissant aujourd'hui, le dimanche, grâce à l'Afrique. Moi, je le dis sans risque de me tromper. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Donc, vous voyez, lorsque la France débarque au Mali, et lorsque vous analysez, moi je ne suis pas un expert en géopolitique, mais lorsque vous analysez, vous comprendrez qu'il y a quelque chose d'abord. D'abord, nous savons que ce problème de terrorisme, c'est un problème, comment vous dites, c'est un problème, c'est une poudre aux yeux. Pourquoi? Parce que, d'abord, ces terroristes, comme on le dit, ils ne fabriquent pas des armes. Et s'ils fabriquaient des armes, ils doivent avoir des usines pour faire les munitions. Oui. Mais d'où est-ce qu'ils reçoivent les munitions et les armes pour être aussi efficaces? Moi, je me dis que pour quelque chose, peut-être qu'il y a quelqu'un a intérêt qu'il y ait du désordre dans la zone. Et lorsqu'il y a du désordre, on peut amener des troupes. Et lorsqu'on a des troupes sur place, on peut signaler à des pays comme la Chine, et nous avons des forces ici. Donc on peut, parce que, ça va, Franck, au dernier abord, il y aura peut-être un jour une crise de ressources. En Afrique? Dans le monde. D'accord. Et lorsqu'il y a une crise de ressources, et vous avez des troupes pour garder ces ressources-là, le Mali, lorsque vous avez des troupes au Mali, un pays comme la France, et vous savez que l'uranium est où? L'uranium est au Niger, à quelques kilomètres là. Et vous avez l'or au Mali et dans la région. Mais vous pensez que les Français viennent parce qu'ils nous aiment, nous les Africains, et donc ils veulent notre bien, comme ils le disent. D'ailleurs, voilà 30 ans on nous vend ce truc de développement qu'on n'a jamais eu, on n'avance d'ailleurs jamais. Moi, je vais vous dire ceci, Franck. En tant que membre de la diaspora, je veux le dire, hein, et je rejoins des gens comme Fela Kuti qui disent que le blanc aime son chien plus qu'il n'aime le noir. Sans blague. Sans blague. Alors Pierre, merci une fois de plus. On va rester sur les questions qui touchent l'Afrique. Chers téléspectateurs, nous sommes donc sur le plateau Horizon d'Afrique, un programme de Kwazambia African TV, ici aux États-Unis. Alors donc Pierre, on va toucher un autre volet de cette question. La diaspora demeure et reste toujours, occupera toujours une place assez particulière parce qu'on va toujours se dire que le secours pourra revenir de l'extérieur. Le secours pourra revenir de tous ces jeunes Africains qui sont sortis, qui arrivent à faire beaucoup de choses dans la diaspora. Que pensez-vous que dans la diaspora, nous puissions faire exactement pour changer les choses en Afrique? D'abord, j'aimerais commencer avec ce qu'on appelle le disclaimer. Okay, je n'ai aucun problème mental, et je n'ai aucune envie de me suicider, et je fais tout pour vivre une vie sans prendre de risques. Okay? Pourquoi je vous dis ceci? Très simple. Lorsque nous nous levons en tant que diaspora, c'est ce que nous devons faire. Oui. Lorsque nous dénonçons, lorsque nous parlons lorsque nous parlons haut et fort, et nous dénonçons une situation ici, une situation là, où nous dénonçons ce que la France fait en Afrique, nous devenons quoi? Des cibles. Des cibles de qui, pour qui? Des cibles des services secrets, des cibles des agents qui veulent à tout prix garder l'Afrique et les Africains sous leur emprise. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous les Africains, ou nous les membres de la diaspora, nous devons d'abord prendre conscience, prendre courage et commencer à parler, et commencer à dénoncer. Moi, je suis
ici aux États-Unis, ça fait près de 25-26 ans. Je n'ai jamais... Vous savez, le premier truc qui m'a frappé, je n'ai jamais vu une voiture de marque française ici aux États-Unis. Ça vous dit quoi, ça? Ouais, très simple. Ça me dit que les voitures comme Peugeot, c'est quoi? On nous dit que la publicité dit quoi? Peugeot, la voiture de l'Afrique. Ouais. Donc, on crée ces produits de pacotille qui ne vaut rien sur le marché international, qui ne peut pas compétir sur le marché international, et on les déverse en Afrique, on n'a pas le choix, on doit les prendre. C'est la même chose pour les médicaments. On a tout fait pour amener l'homme noir à abandonner cette tradition de médecine traditionnelle, de médecine naturelle, et on a dénigré la pharmacopée, on nous a dit ça c'est ancien, ça c'est... Et bêtement on a abandonné tout ça. Et on nous a vendu pour qu'on puisse dépendre des médicaments qui viennent des Occidentaux. Aujourd'hui, regardez en Afrique, le taux de diabète, le taux de la tension, et les AVC, tout ça, regardez, et comparez ça à ce qu'on avait avant. Lorsqu'on buvait nos tisanes que nos grands-mères, nos mamans préparaient. Est-ce que vous voyez? Donc l'homme noir doit prendre conscience. Et surtout, nous devons comprendre ceci. Lorsque nous sommes d'accord et nous identifions que l'ennemi de notre développement, c'est l'Occident, ou en Afrique francophone, c'est la France. D'accord. Donc nous devons penser à faire le contraire de ce que la France veut que nous fassions. Que serait ce contraire? Si la France veut que... si la France nous vend un truc comme la démocratie, je prends cet exemple, ok? On veut le multipartisme. Ils ne veulent pas le multipartisme parce que c'est ce qui est bien pour l'Afrique. Ils veulent nous engager dans le multipartisme parce que ça fait leur affaire. Et lorsque vous vous chamaillez, et c'est ce qu'on a fait pendant 30 ans, Franck, on n'a pas bougé. Lorsque vous vous chamaillez et vous poignardez, vous faites des marches, vous ne faites que des marches, vous faites ceci, vous perdez à vue deux choses. D'abord, votre propre développement. D'accord. Et de deux, vous perdez à vue l'ennemi. Maintenant, vous prenez votre propre frère comme l'ennemi. Moi, je pense que pour nous sortir de ce problème, nous devons supporter. Et ça, c'est un thème peut-être controversé. Les gens vont dire, mais comment est-ce que tu peux dire ça? Comment est-ce que tu peux penser comme ça? Moi, je pense que nous devons supporter nos gouvernements. Oui. Pourquoi, Franck? C'est très simple. Lorsque un peuple se met derrière son président, donc ce président, maintenant, a le support du peuple. Et lorsque la France vient et demande à un président, à quelqu'un comme, je ne sais pas, Talon, mais fais ceci, Talon peut lui dire, merde, moi je ne fais pas. Sachant que le peuple est derrière lui. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'on nous a divisés. Maintenant, nos présidents sont isolés, les peuples sont isolés, et la France est là, et joue son jeu. Parce que la France dit, bon écoute, toi tu me donnes ces ressources, à vil prix ou d'ailleurs gratuitement, et tu dis non, donc on soulève le peuple, on fait des petits trucs. D'ailleurs, il suffit d'un petit truc, et le peuple se soulève contre toi, on te fait tomber. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc nous devons aller à l'encontre de ça. Ce que j'ai constaté en Asie, Franck, c'est que maintenant, d'ailleurs, lorsque vous voyez, les Chinois sont derrière le gouvernement. Et le Singapour n'a pas la démocratie occidentale, mais c'est un pays très développé. Naturellement. Très développé. Ils ont besoin de rien. Lorsque vous allez dans les pays en Asie, les gens sont derrière le gouvernement. Les gens s'occupent de vaquent à leurs occupations. Le gouvernement fait de son mieux pour prendre soin des populations. Et c'est tout ce qu'on a besoin en Afrique. On a besoin de recentraliser nos priorités. Et notre priorité, ce n'est pas d'instaurer une démocratie copiée de quelque part. C'est de savoir nos réalités, nos réalités africaines, et
d'établir nos priorités. D'accord. Et même si ces priorités doivent aller dans le sens de supporter nos gouvernements, tout le monde ne peut pas être président. Enfin. Pas du tout. Alors Pierre, on va donc retenir un éveil collectif de conscience de la diaspora pour certainement aider l'Afrique à sortir de ces maux aujourd'hui. Chers téléspectateurs, merci encore une fois de plus. Nous arrivons au soir de notre émission. C'est donc Horizon d'Afrique. Nous abordons les questions africaines sans langue de bois depuis le studio Thomas Sankara à Omaha, Nebraska. À la prochaine. Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois.